Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture du mois d'août 2025 dans lequel je vais vous partager mes avis sur les livres que j'ai découverts pendant ce mois d'août. Comme d'habitude, je vais commencer par une petite partie introductive avec un peu de statistiques générales pour faire un point, avoir un peu une vision globale de ce mois de lecture et ensuite j'attaquerai donc la partie un peu plus détaillée concernant les différents livres lus et mes avis. Donc pendant le mois d'août, j'ai lu 13 livres et j'en ai abandonné un. On en parle tout de suite parce que je n'en reparlerai pas dans la suite de cette vidéo, mais j'ai décidé d'abandonner au mois d'août Les Naufragés du Wager que j'avais commencé il y a maintenant plusieurs mois je crois, en format audio avec lequel je n'ai pas du tout accroché. C'est trop lent pour moi, trop descriptif et pas du tout ce que j'en attendais, c'est-à-dire que là où je pensais qu'on se serait concentré sur le procès, on remonte vraiment en arrière dans les faits. Juste pas un livre fait pour moi mais que je découvrirai peut-être en adaptation au cinéma. Parce qu'il me semble qu'il doit sortir au cinéma. Ok, maintenant que lui c'est fait, on l'a mis de côté concernant les 13 livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors, j'ai un petit post-it afin de détailler tout ce qui concerne un petit peu globalement ces romans. Donc tout d'abord, il faut savoir que parmi ces 13 livres, j'ai lu 2 recueils de poèmes, 8 romans et 3 mangas. Ce qui est plutôt pas mal. On suit un petit peu ce qui s'était passé au mois de juillet et vous allez voir que ça se confirme même avec le reste des statistiques, à savoir que j'ai principalement lu des romans et très peu de lectures graphiques ou de mangas. Idem comme le mois précédent, j'ai principalement lu en français, donc je n'ai lu qu'un seul livre en anglais au mois d'août et c'était un recueil de poésie. En plus de ça, c'était même pas un roman, donc vraiment beaucoup de lectures en français, ce qui m'a permis de bien avancer dans mes livres avec un total de 4183 pages lues. C'est beaucoup. C'est-à-dire que si je compare ça avec mon rythme de lecture habituel, voilà, c'est une quantité de pages lues assez conséquente. Parmi ces 13 livres, j'ai lu 6 one-shots et j'ai commencé 7 sagas. C'est ok, on est un peu sur du moite-moite, c'est très bien, en sachant que le mois dernier, je n'avais lu que des one-shots. Je crois. Oui, le mois dernier, je n'avais lu que des one-shots. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon bilan lecture du mois de juillet est toujours disponible sur ma chaîne. Concernant un petit peu le ratio service de presse, livres venus de ma palle ou de la médiathèque, je n'ai pas consommé de livres venant de la médiathèque au mois d'août. En revanche, j'ai lu 3 services de presse et j'ai lu 10 romans venant de ma palle. Avant de vous donner la note attribuée à ce mois de lecture, je vais vous parler rapidement des genres littéraires que j'ai lus. J'ai besoin pour cela de mon post-it parce que là, je connais pas par cœur. J'aurais donc lu 6 contemporains, une fiction historique, un thriller fiction, vous verrez, 2 romans jeunesse, donc un contemporain et un roman de fantasy, et 3 romans de fantasy fantastique. C'est pas des romans d'ailleurs, ce sont des mangas, idem, je reviens dessus juste après. Et donc finalement, la note que j'ai attribuée à ce mois de lecture, c'est une note de 3,37, ce qui est relativement bas, mais c'est pas un 3,37 négatif dans le sens où j'ai eu plein de 1 ou j'ai eu plein de 2, c'est plutôt un 3,37 qui résume le fait que j'ai eu un mois de lecture ok, à savoir que j'ai mis beaucoup de 3 et de 3,5, ce qui reste de très bonnes lectures pour moi, juste c'était pas mémorable comme lecture. Mais du coup c'est un mois appréciable, je veux dire c'est 3,37 mais c'est pas un 3,37 négatif, c'est vraiment un 3,37 de... C'était ok, franchement pas prise de tête, pas de coups de cœur phénoménaux, mais des lectures franchement sympas. Ok, bah du coup je vais piocher les différents livres que j'ai lus pour vous les présenter et vous donner mon avis. Ça va être un petit peu dans le désordre, pas dans l'ordre dans lequel je l'ai lu, mais vous avez l'habitude maintenant. Le premier que je vous présente, il s'agit de La Voix de Lorée de Marie Fabre, donc le premier tome qui s'appelle Le Maître de l'Anarchie. Il me semble que je l'ai lu dans le cadre d'un vlog, ou en tout cas que je l'ai commencé, bref, je vous en ai déjà parlé par ici. C'est un roman que j'ai grandement apprécié et qui est d'ailleurs, je vais vérifier parce que je voulais pas vous dire de bêtises, mais c'est dans mon top 3 des lectures de ce mois-ci, peut-être le premier d'ailleurs, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié et le second tome est sorti en août. Trop hâte de le lire. Dans ce premier tome, on va suivre Hatcher, qui est un jeune reporter qui vient de débuter dans le milieu du journalisme. Et Hatcher, il est un petit peu frustré parce qu'il y a une grosse affaire qui est en cours dans Bohème, donc c'est vraiment la ville industrielle dans laquelle il vit. Parce qu'on a des hauts dirigeants politiques qui sont assassinés les uns après les autres et en parallèle on a une espèce de médecin qui semblerait soigner des gens qui sont malades suite à l'industrialisation, je vais dire, d'un nouveau composé qui s'appelle l'oré et qui est là pour venir remplacer tout ce qui est électricité et plein d'autres choses. Et donc Hatcher, il a envie de travailler sur tout ça, sauf que vu que c'est un petit peu un bleu qui vient juste de débuter dans ce journal-là, on ne donne pas des affaires importantes, mais il va quand même décider d'enquêter sur tout ça et de comprendre ce qui se passe. Il a différentes raisons personnelles pour le faire, c'est pas
que de l'orgueil, bien qu'il y ait quand même une part d'orgueil, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce personnage et dans les différents personnages qu'on va rencontrer dans ce roman-là, à savoir qu'on a des personnages qui sont, je trouve, très vrais, très authentiques, pour le meilleur et pour le pire. Au mois d'août, j'ai aussi découvert, lors de mon solo trip en Belgique, bien sûr que Les Poissons ont froid de Fanny Rouette, que j'ai moyennement apprécié et je me justifie. On va avoir ici une histoire donc qui joue entre la fiction et la non-fiction jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'autrice s'est grandement inspirée de sa vie afin d'écrire ce roman, mais on ne sait pas où se place le curseur entre fiction et réalité, et c'est quelque chose que j'ai notamment apprécié et qui se ressent énormément dans les pages. Le seul truc auquel j'ai pas accroché avec ce livre et qui aurait pu faire que le livre aurait été une très bonne lecture, c'est un truc tout bête, c'est juste que j'ai pas du tout le même humour que l'autrice, et c'est ok, il y a aucun souci là-dessus, genre il en faut pour tout le monde, mais pour le coup c'est pas un humour qui fonctionne avec moi, et du coup j'ai par moments plutôt décroché de cette histoire à cause de ça. En service de presse, j'ai reçu ce premier tome d'une saga jeunesse qui s'appelle Créatures fantastiques de Kiash Monsef, que j'ai franchement bien apprécié. J'ai passé un bon moment de lecture. Simplement, ce que je lui reproche à ce livre, et je vous le dis d'entrée, c'est la fin. Je trouve que la fin est beaucoup trop tirée par les cheveux et j'ai eu même du mal à la comprendre en tant qu'adulte. Donc j'ai du mal à voir comment est-ce qu'en tant qu'enfant, on peut être à l'aise avec la fin de ce premier tome. Donc ici, on va suivre une jeune fille, une jeune adolescente qui va perdre son papa en sachant qu'elle avait déjà perdu plus jeune sa maman et que son père avait pour habitude de partir de façon assez spontanée sans lui expliquer exactement où est-ce qu'il allait. Donc elle avait des relations un petit peu tendues avec ce père, sauf que lorsqu'il va décéder, elle va être contactée par une espèce d'agence qui lui dit qu'elle a un don magique qui fait que, comme son père, elle est capable de comprendre et de ressentir un petit peu les émotions, les sentiments et les problèmes de plusieurs créatures fantastiques, et des créatures fantastiques de façon générale, et donc elle se retrouve embarquée dans toute cette histoire-là. Au passage, elle en apprend du coup un petit peu plus sur son père, sur sa famille et sur ce qui s'est passé. Et l'intrigue va tourner un petit peu autour de cette agence qui semble se préoccuper du bien-être des créatures fantastiques. Et cette agence-là est mise en contradiction, en parallèle avec un homme qui semblerait collectionner ces créatures fantastiques afin de les sauver. C'est un peu lui aussi ce qu'il veut faire, mais avec deux perspectives, on va dire, très différentes entre cet homme-là et l'agence qui la contacte au début. Bref, c'était très intéressant, je vais découvrir la suite avec plaisir, mais juste encore une fois, cette fin beaucoup trop tirée par les cheveux. La petite bricasse que j'ai lue au mois d'août, il s'agit de La Cité de Feu de Kate Moss, que j'ai dans ma palle depuis une éternité. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle que à chaque fois que je dis Kate Moss, ça me fait mourir de rire parce que j'ai vraiment la tête de la mannequin qui me vient, et je sais que c'est pas elle du tout qui a écrit ce livre, mais ça me fait beaucoup rigoler. Bref, donc La Cité de Feu, c'est un roman de fiction historique qui se passe à la fin du XVIe siècle avec une guerre qui se met en place entre les catholiques et les protestants. On va suivre une jeune fille qui est fille de libraire d'ailleurs, dans une librairie dans laquelle on vend des ouvrages tout autant catholiques que protestants et de plein d'autres religions, de plein d'autres croyances différentes, et elle va se retrouver, on va dire, empêtrée dans cette guerre au milieu de plusieurs personnages, parce qu'on a vraiment beaucoup de personnages dans ce roman, dans les deux camps, avec des personnages bons, des personnages mauvais, et en fait toute l'intrigue commence avec, des années plus tard, on est en 1800 je crois, une jeune femme qui se retrouve devant une tombe à laquelle elle a pu accéder grâce à un journal. Et donc elle commence à lire ce journal, et quand elle le sort de sa poche, il y a un homme qui arrive derrière elle et qui la menace avec un pistolet en lui disant « tu me donnes ce journal tout de suite » parce qu'il semblerait qu'à l'intérieur il y a une espèce de testament. Et en fait on revient des années en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce journal, qu'est-ce que c'est que ce testament, et quelles sont les femmes qui ont été au fil des années en possession de ce journal, de ce testament. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve Marguerite à la fin du XVIe siècle. J'ai beaucoup aimé ce roman, tellement que, comme vous l'avez vu dans mon book haul précédent, si vous l'avez regardé, sinon vous attendez quoi? C'est pas bien, rattrapez les vidéos. Je me suis procuré le second tome de cette trilogie, qui est plus qu'une trilogie parce que je vous dis des bêtises. Je suis quasiment certaine d'avoir vu que le tome 4 venait de sortir en français. J'en profite parce que j'ai deux petits recueils de poésie les uns à côté des autres, donc je vous les présente tous les deux à la suite. Le premier recueil de poésie que j'ai lu, il s'agit de Le Nouveau Monde de Anaïs Vanel, que j'ai acheté à Reims. J'ai grandement apprécié ce petit recueil de poèmes. Bon, bien évidemment en sachant que la poésie, comme tout,
dans la littérature, je pense, nous touche plus ou moins en fonction des thématiques abordées. Donc bien évidemment, il y a des poèmes qui m'ont plus transporté que d'autres, mais je l'ai quand même vachement annoté parce que je me suis retrouvée dans pas mal de choses, en sachant qu'en plus de ça, je l'ai lu pendant que je voyageais à plus petite échelle que l'autrice, mais j'étais dans un mood de voyage et de solo trip, et que cette autrice, Anaïs Vanel, a écrit ces différents poèmes pendant un solo trip, elle aussi, mais d'1 an au Mexique. Donc j'ai trouvé le parallèle assez sympathique et j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Et l'autre recueil de poésie que j'ai lu, il s'agit de Fierce Fairy Tales and Other Stories to Steal Your Soul de Nikita Jill Idem, que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps parce que j'ai lu Great Goddesses de cette autrice que j'avais beaucoup aimée, et j'avais directement acheté celui-ci en suivant, mais je vous dis que j'ai lu, ça devait être en 2020 peut-être, ou 2021, et je m'étais jamais lancée dans celui-là. Donc ici, on va être sur un recueil de poèmes qui va dans un premier temps revisiter certains contes assez connus, avec un grand nombre de poèmes qui vont être réécrits du point de vue des méchants. On va avoir Ursula de la petite sirène, on va avoir le capitaine Crochet aussi, il va y avoir des poèmes sur Wendy, bref, on revient sur plein de contes avec un message très différent et vraiment super pertinent, donc j'ai beaucoup aimé. Et à la fin, on va être plutôt sur des problématiques plus actuelles, bien qu'elles ne soient pas des problématiques qui étaient inventées à notre siècle et dans notre société, mais c'est des choses plus contemporaines, on va dire, avec un point de vue en tout cas plus contemporain. Bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié une grande partie des poèmes. Il y en a bien évidemment, encore une fois, qui m'ont plus parlé que d'autres. Globalement, Nikita Jill, ça reste une autrice et une poétesse que je vais toujours lire, je crois, et d'ailleurs elle sort son premier roman au mois de septembre, je crois, ou octobre, et j'ai trop hâte. Je vais vous présenter ensemble les 3 mangas que j'ai lus en août, avec donc un premier tome qui était une relecture et les 2 suivants qui étaient des découvertes. Il s'agit de Kami-sama School, les 3 premiers tomes de, attendez, Modumo Akagawara et Natsu Yuga, en sachant que Natsu Yuga, c'est la scénariste des Carnets de l'apothicaire que j'avais commencé et bien apprécié. J'ai beaucoup aimé ce manga, en sachant que j'avais, comme je vous disais, déjà lu le premier tome que j'avais aimé, mais sans plus, ce qui fait que comme j'avais le tome 2 et le 3, j'ai pas enchaîné, parce que je me suis dit oui, bon, c'était chouette, mais voilà. Et en fait, en le relisant, j'ai vachement plus accroché, je sais pas si j'étais plus concentrée ou juste si j'étais dans un mood différent. J'ai beaucoup aimé le tome 2, et alors le tome 3, il se passe un plot twist que je n'ai pas vu arriver, qui m'a extrêmement plu et qui me relance fortement pour la suite, mais avec un objectif en tête totalement différent. Et donc j'ai commandé les 5 tomes suivants sur Vinted et mon colis a du mal à arriver, ça va faire 1 semaine d'ailleurs. Je suis très triste parce que ça veut dire que je vais partir en vacances et qu'il va falloir que j'engage quelqu'un pour aller le récupérer parce que je ne serai pas là. Bref, c'est pas la question. Si je vous parle un petit peu de l'intrigue de ces mangas, Kami-sama School, ça va être une école pour former des dieux et des divinités, et on va suivre une jeune fille qui à la base ne devait pas aller dans cette école-là, puisque elle a pas trop de pouvoir et d'affinité particulière avec tout ce qui est magie, etc. Son frère par contre en a, mais depuis qu'il a eu un accident lors duquel leur grand-mère est décédée d'ailleurs, il reste reclus et enfermé dans sa chambre et il refuse d'aller à cette école. Et donc du coup, elle s'était dit, tant pis, je serai pas une divinité, en sachant que la grand-mère décédée était la divinité du village dans lequel elles habitaient, donc c'est un petit peu une affaire familiale. Sauf que péripétie, elle va se retrouver à être, recommandée en tant qu'élève dans cette école par un dieu. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Elle arrive dans cette école-là, on va la suivre dans cette école où elle est naze. Vraiment, on est sur quelqu'un, à la base, elle n'a pas d'affinité avec la magie, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, ils sont tous en train de chercher pourquoi est-ce qu'elle a été recommandée et qu'est-ce qu'elle peut avoir de spécial. Mais en attendant, elle est extrêmement intelligente et elle a plein de, on va dire, de qualités annexes qui font que c'est vraiment un atout majeur pour ses camarades, mais pas pour les raisons auxquelles on s'attendait. C'est un manga que j'apprécie beaucoup et que j'ai très hâte d'avancer. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai enfin pris le temps de découvrir Tiffany McDaniel avec ce roman, donc L'été où tout a fondu. Et je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas apprécié cette histoire. Alors, j'ai du mal à donner mon avis sur ce livre parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas faire... pas d'être un monstre, mais de faire peu preuve d'empathie quand je donne mon avis, et en même temps, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu. Il faut savoir que j'ai pas un souci avec l'écriture. Je veux dire, ça s'est lu très vite, c'est très fluide, c'est pas ça la question. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que on va être sur, pour moi, une accumulation de malheurs qui fait que je trouve que l'histoire perd son sens en fait.
il y a tellement de malheur sur du malheur, sur du malheur, sur du malheur, qu'en fait au bout d'un moment j'ai complètement décroché, je me suis plus sentie connectée au personnage, j'ai plus réussi à faire preuve d'empathie et du coup juste j'ai lu sans rien ressentir. Je pense que c'est vraiment cette accumulation de malheur sur plein de personnages différents. Dès qu'on rencontrait quelqu'un, c'était des personnes qui étaient malheureuses dans leur vie, qui avaient un problème, et je pense que tout ça a fait que j'ai complètement lâché l'histoire et que j'en suis complètement sortie. Je vous ai même pas présenté le plot principal. On va suivre une famille dont le père va passer une annonce dans le journal en disant qu'il invite à venir donc dans leur ville le diable. Et il y a un petit garçon noir qui va se présenter suite à cette annonce en affirmant être le diable. Et il se trouve que ce petit garçon a une très très grande intelligence et qu'il semble savoir certaines choses sur les personnes de ce village. Je n'en dis pas plus. J'ai trouvé que les dénonciations faites dans ce livre étaient pertinentes et que les thématiques abordées étaient vraiment toutes pertinentes, intéressantes. Juste, il y en avait tellement pour moi, c'était tellement de choses dans un livre qui est finalement pas si long que ça, il fait moins de 500 pages, que c'était trop et j'ai décroché. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, pas du tout. Et je vous en ai oublié un. Mais attendez, je vous dis des bêtises. J'ai oublié de vous présenter les livres que j'ai au format numérique, je viens de percuter, j'allais vous dire le dernier livre que j'ai à vous présenter. Non, il m'en reste, donc le dernier livre au format papier que j'ai à vous présenter, c'est Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, que j'ai découvert donc au mois d'août, et qui n'est, je vais peut-être commencer par ça, qui n'est pas mon préféré de l'autrice. Alors, je vais vous faire un retour assez rapide parce que ce livre fait l'objet d'un vlog, puisque c'est une des nouveautés de juin que vous avez sélectionné pour que je la découvre, donc je vous invite à vous référer à ce reading vlog si vous voulez en savoir plus, mais en gros on va suivre Léonie qui vient de terminer ses études et qui va donc se lancer dans la vie active. Elle quitte Paris et retourne chez sa mère afin d'économiser de l'argent, ou en tout cas de ne pas en dépenser puisqu'elle n'en a plus, afin de trouver un travail, donc elle est dans une espèce de période transitoire. Et elle va donc retrouver cette vie d'adolescente avec les personnes qui étaient proches d'elle lorsqu'elle était adolescente, qu'elle a tenté de fuir dès l'entrée à l'université pour multiples raisons, je n'en dis pas plus. Toujours est-il que là où je vous dis que c'est pas mon préféré, c'est que j'ai pas réussi à me retrouver dans Léonie. On a des caractères qui sont très différents et dans ce type d'histoire-là, c'était pour moi nécessaire que j'arrive un petit peu à m'identifier au personnage. Ou en tout cas, au début c'était pas grave, dans la seconde partie ça m'a un peu freiné dans ma lecture de vraiment être aux antipodes avec cette jeune femme. Mais c'était ok, je sais que ça a plu à beaucoup de monde et je sais que pas mal de personnes se sont reconnues. Pour moi, c'était bien au début et sur la fin, c'est un petit peu retombé. Ok, et donc il y a... Attendez, je compte. Il y a 2 livres que j'ai lus et que je n'ai pas avec moi. Tout d'abord, La petite maison dans la prairie, le premier tome que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Flammarion. J'ai vu la série très souvent quand j'étais petite et donc quand j'ai vu qu'ils rééditaient les classiques en livre de cette série, je me suis lancée dedans. Et donc j'ai lu le premier tome et comme on s'y attend, je ne fais pas un résumé de La petite maison dans la prairie, je pense que vous êtes ok. C'est un classique qui est vraiment ancré dans son époque, on va dire. J'ai été surprise par certaines choses, notamment le fait qu'on a vraiment un accent mis sur les descriptions. Je pense notamment aux descriptions, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais en gros on a toute l'étape de la construction de leur maison qui est décrite dans ce premier tome et j'ai vachement apprécié tout ça, je m'y attendais pas du tout et vraiment c'est assez précis et j'ai même appris des choses, donc j'ai dévoré un petit peu ces informations là, ça m'a bien plu. Bon, ensuite ça reste quand même sur une histoire de colons, donc bien évidemment, bien qu'il y ait un disclaimer au début, on a quand même des propos plus que limites. Faut savoir si vous vous lancez dedans et si vous avez envie de les relire, mais voilà, je suis quand même assez satisfaite d'avoir relu ce premier tome et je lirai la suite parce que je reste extrêmement intriguée par ce récit autobiographique. Et donc le dernier livre que j'ai lu, qui est aussi un service de presse que j'ai lu au format numérique, et c'est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu au format numérique en août. Il s'agit de Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont. C'est le premier roman que je lis de cette autrice qui m'a globalement plu, dans le sens où j'ai passé un bon moment, mais c'est pas une lecture, je pense, qui va me marquer, dans le sens où l'autrice a fait une espèce de journal de bord ou de journal intime où, mois après mois, pendant 2 ans, je crois, elle va venir... Excusez-moi, ça a coupé. Je disais, l'autrice va venir écrire chaque mois ses opinions ou venir faire un résumé, en fait, de ce qui s'est passé dans les mois ou des choses qu'elle a pu penser, imager, réfléchir. Donc ça va être... Plusieurs thématiques vont être balayées, on va avoir des mois un peu plus orientés politiques, d'autres mois un peu plus orientés vers son ressenti personnel. Globalement, j'ai bien apprécié, d'autant plus qu'on a quand même
je pense, des opinions politiques, je pense, c'est sûr, assez proches l'une de l'autre, mais il y a juste le fait que voilà, c'était pas une lecture qui va m'avoir marqué. En revanche, je note quand même que son écriture est très belle, extrêmement poétique, et j'avais une copine, Lauralie, qui m'en avait déjà parlé, et je vais très prochainement, je pense, me pencher sur le reste de ses écrits. Donc voilà pour ce bilan lecture du mois d'août, j'espère qu'il vous aura plu. Merci si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture au mois d'août et surtout la moins bonne, je crois que c'est ce qui me fait le plus rire à chaque fois. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!